L'environnement, entre exploitation et protection, un enjeu planétaire. L'environnement est un terme polysémique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs sens. Il a une construction historique, sociale et politique. Couramment utilisé par de multiples acteurs, le terme d'environnement est polysémique. Il peut désigner le milieu naturel, mais il peut aussi intégrer ou non ce qui a été créé et transformé par les sociétés. L'environnement est donc sujet à plusieurs représentations: ressources à exploiter ou à protéger, contraintes à laquelle il faut s'adapter ou encore risques pour les sociétés. Nous allons désormais parler des opinions écologistes, qui sont de plus en plus présentes désormais dans le débat public, qui se diffusent rapidement et forment des débats. Les opinions écologistes ont pris progressivement de plus en plus de place dans le débat public. L'émergence d'une société civile mondiale et la diffusion des informations via les médias sociaux portent le débat à travers de nouvelles formes d'action, comme les marches pour le climat. Ces initiatives engendrent des débats et des conflits entre des acteurs aux intérêts très différents. L'environnement est également le théâtre de rapports de force politiques. L'environnement, donc, est le théâtre de rapports de force politiques, puisqu'il s'occupe de l'appropriation des ressources, de la protection du milieu naturel ou de la gouvernance du climat. Des acteurs s'organisent cependant pour coopérer en faveur d'une meilleure protection de l'environnement, à travers de grandes conférences internationales par exemple, comme le sommet de Rio. Et puis l'environnement est révélateur des inégalités mondiales. Il est fortement lié à la question des inégalités dans le monde. Les sociétés à forte empreinte écologique ne sont pas celles qui pâtissent le plus des conséquences des dégradations de l'environnement. Au contraire, les sociétés les plus fragiles disposent de moins de moyens techniques et financiers pour s'adapter au changement. Le changement climatique est lié à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et cela aggrave ainsi la probabilité de certains risques globaux comme la submersion marine. Les conséquences déjà observables sont les migrations forcées des populations des territoires les plus vulnérables, comme les îles Kiribati. L'environnement est donc à la fois cause, conséquence et élément révélateur des inégalités. Nous allons désormais voir quelles sont les deux conceptions possibles de l'environnement. La première conception est venue avant dans l'histoire. C'était la vision dominante jusqu'aux années 1970, qui consistait à voir uniquement la domination de l'homme sur le milieu naturel. Donc on étudiait là l'environnement et les conséquences qu'avait l'homme dessus. Donc les actions des sociétés humaines avaient un rapport de domination avec le milieu naturel. Et que représente le milieu naturel? Le milieu naturel, c'est l'atmosphère, la biosphère, l'hydrosphère et la lithosphère, qui est la couche externe de la croûte terrestre. Et comme deuxième conception, il y a eu les interactions entre l'homme et les composantes naturelles. Désormais, c'est la vision dominante. Le milieu naturel, composé de l'atmosphère, de la biosphère, de la lithosphère et de l'hydrosphère, heu, a été modifié par l'action des sociétés humaines, et on étudie justement ce rapport d'influence et d'adaptation entre les 2. Nous allons désormais voir quel est le lexique important à retenir pour le chapitre. Commençons d'abord par définir ce qu'est une forêt. Une forêt, superficie de plus de 0,5 hectares présentant des arbres d'une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10 selon la FAO, organisme de l'ONU. Sont exclus les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante. Donc ici, j'ai mis quelques exemples de forêts. La forêt de Brocéliande en Bretagne, la forêt de Tronchet, etc. Désormais, nous allons voir qu'est-ce que le défrichement. Le défrichement, c'est la destruction de forêts par l'homme dans le but de récupérer du bois, de mettre le sol en culture ou de créer des aménagements. Une forêt primaire, c'est une forêt d'espèces indigènes qui ne présente pas de traces d'activité humaine suffisantes pour en modifier l'écosystème. On peut d'ailleurs se demander s'il en reste réellement aujourd'hui. Une forêt domaniale, c'est une forêt qui appartient à l'État et qui est gérée par l'Office national des forêts, l'ONF. Puis, une ressource naturelle, c'est une source de matière et d'énergie accessible économiquement dans l'environnement naturel, sous forme primaire avant leur transformation par l'activité humaine.
C'est donc une ressource qui peut être renouvelable à l'échelle humaine. Biomasse animale ou végétale, eau, vent ou non, comme les ressources métalliques, minéraux, ressources énergétiques fossiles comme l'uranium. Nous allons désormais voir quelles sont les dates importantes à retenir, parce qu'il y en a beaucoup. Tout d'abord, en 1669, il y a eu l'ordonnance de Colbert, sous Louis XIV. C'est une législation de protection des forêts françaises à des fins stratégiques, puisqu'à ce moment-là, il y avait l'essor de la flotte militaire et commerciale, et donc un besoin de bois pour fabriquer les bateaux, les navires qui serviraient au commerce. Ensuite, en 1750, c'est le début du premier âge industriel, et en 1980, le début du deuxième âge industriel. En 1861, c'est la création de la réserve artistique dans la forêt de Fontainebleau pour ses qualités esthétiques. Et en 1953, c'est les premières réserves biologiques, espaces protégés en milieu forestier, aujourd'hui gérés par l'ONF. Puis en 1953, il y a eu la création du premier parc national en France, la Vanoise. Et pour finir, en 2001, la promotion par la loi d'orientation forestière, LOF, de la gestion durable des forêts. Mais il faut savoir qu'avec la forêt, il y a déjà plusieurs conceptions, mais aussi différents acteurs. Mais qui sont-ils? Quels sont-elles? Tout d'abord, il y a Gro Harlem Brundtland, qui est la femme à droite sur la photo. Elle est née en 1939, médecin et femme politique norvégienne, à l'origine du rapport Brundtland, Notre avenir à tous, 1987, qui définit le développement durable comme un nouveau regard sur le développement humain. Et puis à gauche, nous avons le logo de l'ONF, qui est l'Office national des forêts. C'est un organisme d'État français chargé de la gestion des forêts publiques, qui a été créé par une loi en 1964. Nous allons désormais voir quels sont les usages de la forêt. Alors la forêt a de multiples usages. Pour se développer, l'homme exploite son environnement et il transforme les ressources qu'il y trouve. La forêt lui permet de se nourrir, de construire, de se chauffer ou de produire de l'énergie. La surexploitation dès le Moyen Âge, avec des défrichements au XVe, au XIIe et au XIIIe siècle, entraîne une diminution de la surface forestière. Le pouvoir monarchique veille alors à sa gestion en mettant en place une réglementation qui permet de conserver les forêts. Sous Louis XIV, Colbert édicte l'ordonnance des eaux et forêts en 1669 dans un contexte d'affirmation d'un pouvoir absolutiste et d'une administration de plus en plus centralisée. Depuis l'époque moderne, le bois devient un enjeu stratégique pour les États, servant à la construction de navires de guerre et de commerce, mais aussi de combustible pour les industries et de matériaux de construction. Nous allons désormais parler du tournant. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, la révolution industrielle entraîne un exode rural qui diminue les pressions sur le milieu forestier. De plus, le bois est en partie remplacé par le charbon de terre comme combustible. Et parallèlement, les impacts environnementaux amènent les sociétés à se questionner sur les pollutions et à lutter pour préserver une nature qui est aussi esthétisée par de nouveaux courants artistiques, le romantisme, l'école de Barbizon. En Europe et aux États-Unis, des législations sont mises en place dès la seconde moitié du XIXe afin de patrimonialiser des forêts forestières, des milieux forestiers remarquables. Création de parcs nationaux, notamment aux États-Unis. Les ressources doivent être gérées d'une façon écologiquement viable afin de répondre aux besoins sociaux, économiques, écologiques, culturels et spirituels des générations actuelles et futures. Cela a été déclaré au sommet de la Terre de Rio en 1992. Nous allons désormais voir ce qu'il en est de la forêt aujourd'hui en France. Du fait de ces choix politiques, la surface forestière française augmente, passant de 9 millions d'hectares en 1962 à 17 millions en 2018. La tension entre exploitation et protection devient forte. L'ONF, créé en 1964 pour gérer les forêts publiques, comme les propriétaires privés, doivent répondre aux besoins des différents usages de la forêt. Production de bois, contrôle étatique, réserve biologique et usages récréatifs. Ces usages divers sont à l'origine de nombreux conflits d'acteurs, mais la forêt reste un atout économique des paysages français. Un philosophe a déclaré qu'une forêt en libre évolution fait ce que fait la vie et lutte spontanément contre le réchauffement climatique. Ce n'est donc pas une initiative pour la nature au détriment des humains,
C'est une manière d'agir pour le bien de la communauté inséparable des vivants dont les humains sont membres. Nous allons finir en parlant de la révolution néolithique et de la révolution industrielle, et donc de l'anthropisation des milieux. L'anthropisation, rappelons-le, c'est l'action des hommes sur l'environnement, sur la planète, à cause de leurs activités, notamment industrielles. Nous allons d'abord parler de la néolithisation. En se développant et en exploitant les ressources de son environnement, l'homme transforme son milieu. En retour, celui-ci a un impact sur la vie des hommes qui doivent s'adapter. Le milieu n'a donc rien de naturel, il est anthropisé et devient ainsi un milieu social. Cet impact se lit tout particulièrement il y a 12 000 ans, lorsque, peu à peu, l'homme a développé une mentalité nouvelle, cherchant à dominer la nature qui l'entoure. Commence alors la révolution néolithique, ou néolithisation, qui se définit comme l'adoption progressive par des groupes humains de la sédentarisation et de systèmes d'agriculture et d'élevage. Jean-Paul Demoule, un préhistorien, en 2011 a déclaré que l'impact du néolithique sur l'environnement a été radical. La domestication des animaux et des plantes constitue aussi une des premières manipulations sur le vivant, ce qui n'a pas cessé d'être jusqu'à aujourd'hui. En transformant ainsi les paysages et les espèces, végétales comme animales, par la sélection, l'homme s'en trouve lui-même changé. Il grandit en taille, développe de nouvelles maladies, caries dentaires, intolérance alimentaire et encore plein d'autres. Donc nous allons maintenant nous pencher sur ce qui est arrivé après avec l'âge industriel. Ces transformations continuent de s'amplifier durant le Moyen Âge et l'époque moderne, mais connaissent une accélération notable avec l'âge industriel qui s'ouvre à la fin du XVIIIe siècle, notamment du fait des industries extrêmement consommatrices en ressources et fortement polluantes. L'homme prend alors conscience de son influence sur le milieu, ce que ça lui provoque des maladies et souille les paysages. Et au XIXe siècle, l'environnement est déjà considéré comme essentiel pour la santé des individus, les maladies comme la tuberculose étant encore mortelles. Désormais, nous allons parler de l'Anthropocène. Alors, mais pour Jean-Baptiste Frézoz, historien de l'environnement, la conscience dès le 19e des atteintes à l'environnement causées par l'industrialisation et son occultation volontaire par les sociétés productivistes établit la responsabilité collective de l'espèce humaine dans la crise environnementale actuelle. L'Anthropocène est donc un événement non subi mais politique, car choisi et consenti au nom de certaines priorités économiques. La prise de conscience des risques environnementaux dus à l'anthropisation s'accélère à partir des années 1970. Des mouvements d'écologie politique voient le jour, en lien avec le réchauffement climatique et les dérèglements qui entraînent à l'échelle globale. Une législation internationale commence à émerger, notamment autour du concept de développement durable prôné dans le rapport Brundtland en 1987 et le sommet de la Terre de Rio en 1992. Donc merci de m'avoir écouté et ceci était la partie 1, donc normalement il y aura la partie 2 de la vidéo prochainement.